Nous sommes tous semblables et pourtant tous différents. Mais sommes-nous réellement si singuliers? Nous naissons, nous grandissons, nous vivons, nous aimons, et nous mourrons. C'est l'histoire de l'évolution de l'animal et de l'humain. L'histoire de notre progression et de nos comportements les plus remarquables. C'est notre histoire. Partout dans le monde, dans les décors les plus divers, de nouvelles vies s'apprêtent à voir le jour. Aussi différentes soient-elles, toutes ces formes de vie sont mues par une même volonté irrépressible, perpétuer leur gène à l'infini. Une mission extraordinairement complexe. Dans une nature sauvage et inhospitalière, les espèces doivent survivre, grandir et se reproduire. Pour beaucoup, la vie est brutale et brève. Pour les petites tortues, le groupe est synonyme de sécurité. Mais naître en plein jour, au milieu d'une centaine de frères et sœurs tout aussi vulnérables, n'est pas sans danger. Une course effrénée pour rejoindre la mère commence. Mais l'un après l'autre, les vainqueurs sont interceptés. Si cette petite tortue a de la chance, elle sera celle qui, sur un millier de candidates, survivra assez longtemps pour transmettre son ADN. Une infime probabilité pour une mission presque impossible. Et pourtant, chaque année, cette plage pullule de survivantes revenues sur leur lieu de naissance pour pondre leurs œufs. Pour la tortue de mer, cette stratégie s'avère payante depuis plus de 100 millions d'années. Aux confins de la planète, une colonie de manchots empereurs suit une stratégie de reproduction totalement différente. Tournant le dos au vent glacial qui balaie l'Antarctique, les futurs pères consacrent toute leur attention à la survie d'un œuf unique. Ils s'affament des mois durant et vivent sur leurs réserves de graisse pendant que leurs compagnes chassent en mer. À leur retour, les femelles repues prennent la relève. Malgré cet extraordinaire dévouement, le pire reste à venir pour les parents manchots. Les petits ont enfin éclos, mais la moitié seulement survivra à la saison de la reproduction et 50% de ces derniers mourront avant d'avoir atteint l'âge adulte. Pour la plupart des couples de manchots empereurs, tous ces sacrifices resteront vains.
Loin des rigueurs de l'Antarctique, dans un environnement climatisé et stérile, un autre animal, bien différent celui-là, est sur le point de naître. Le travail est long et douloureux. Et bien qu'aucun prédateur ne soit en vue, les risques sont nombreux. Plusieurs assistants sont requis. Au terme d'un effort collectif, un seul nourrisson sans défense vient au monde. Une petite fille qui aura besoin de nombreuses années de soins attentifs, sapant au passage les ressources de ses parents et limitant leur capacité à agrandir la famille. En contrepartie, ses chances de survie sont excellentes. Elle est presque certaine d'atteindre la maturité sexuelle. Une anomalie dans le règne animal. Ce bébé appartient à une espèce si intelligente, si bien adaptée physiquement, qu'elle est parvenue à dominer pratiquement toutes les autres formes de vie sur Terre. Mais alors, pourquoi un animal si performant est-il aussi vulnérable à sa naissance? Bien d'autres petits s'avèrent plus débrouillards dès leur venue au monde, comme le zèbre. Après une année complète dans le ventre de sa mère, le jeune mammifère fait tout de suite preuve d'une agilité remarquable. Le travail dure à peine 8 minutes. Presque immédiatement, le zébro se dresse sur ses pattes. Il lui faut 10 minutes pour apprendre à se tenir debout. Au bout d'1 heure, il est en mesure de galoper avec le reste du troupeau. Le bébé humain, lui, progresse très lentement. Il a fallu 2 mois à la petite Vivienne pour réussir à lever la tête. Et 2 mois de plus pour rouler sur le ventre. À 7 mois, elle arrive à se tenir assise. Elle aura encore besoin de 2 fois plus de temps pour accomplir seule ses premiers pas. C'est l'un des grands paradoxes de la nature. Mais c'est précisément ce qui nous rend si dépendants à la naissance qui fait toute notre intelligence, à savoir le cerveau humain. Les primates présentent un cerveau relativement grand par rapport au reste de leur corps. La taille de leur tête est proche de celle du canal pelvigénital par lequel ils viennent au monde. Les orang-outans, les chimpanzés et les gorilles ont un corps plus massif et un canal pelvigénital plus large, tandis que des singes comme les gibbons ainsi que les humains possèdent un crâne qui peine à traverser ce canal. La tête humaine ne peut donc grandir que jusqu'à une taille qui lui permettra de passer dans le canal. Cela expliquerait pourquoi nos bébés viennent au monde alors qu'ils sont encore relativement sous-développés, avec un cerveau faisant 27% de la taille de celui d'un adulte. Alimenter un bébé possédant un aussi gros cerveau demande beaucoup d'énergie à la mère. Au bout de 9 mois, elle atteint les limites de son métabolisme. C'est l'une des thèses qui expliquerait pourquoi nous quittons aussitôt le ventre maternel. Il semble en tout cas certain que les humains commencent à marcher à peu près au même stade de développement cérébral que les autres mammifères. Ces animaux étant nés plus développés, ils sont capables de se tenir sur leurs pattes presque immédiatement.
Le cerveau humain est considéré comme la prouesse absolue de notre évolution. C'est lui qui nous place au sommet du règne animal. Il nous permet d'exploiter toutes sortes d'environnements, des pôles à l'équateur. Il est responsable de notre passion pour les voyages, la culture ou le langage, et fait de nous des êtres à part. Mais le cerveau humain est-il réellement si exceptionnel ? C'est le cachalot qui possède le plus gros cerveau de la planète, pas moins de 8 kilos. Les baleines entretiennent une vie sociale complexe. Elles sont capables de reconnaître des individus et des membres de leur famille après une longue séparation. Connues pour leur chant, leur langage se décline en dialectes régionaux, tout comme le nôtre. Ce n'est pas non plus par l'étendue de la surface de leur cerveau que les humains se distinguent. Celui des dauphins bat le nôtre à plate couture, avec ses replis incroyablement complexes. Quant à l'éléphant d'Afrique, propriétaire du plus grand cerveau de tous les mammifères terriens, il possède 3 fois plus de neurones que nous. Pour supporter une tête aussi lourde, son crâne présente une structure alvéolée qui le rend à la fois plus léger et solide. L'éléphanteau marche le jour même de sa naissance. Il faut dire qu'il a passé près de 2 années dans le ventre maternel. Mais aussi intelligent soit-il, l'éléphant ne battra jamais l'humain au test de QI. La corrélation entre le volume du cerveau et la masse corporelle pourrait constituer un meilleur indicateur d'intelligence. Mais une fois encore, le grand gagnant a de quoi surprendre. Parmi tous les mammifères, le scandentien possède en effet le plus gros cerveau proportionnellement à son poids. Bien que ressemblant à une grosse souris, il est plus proche des primates que des rongeurs. Ce qui ne fait pas de lui un grand penseur pour autant. Puisque nous semblons incapables de l'emporter sur aucun tableau, les scientifiques ont inventé le coefficient d'encéphalisation, qui mesure le rapport entre la taille du cerveau d'une espèce et la taille qu'on lui attribue théoriquement. Là, l'humain bat tous les records, avec un cerveau 7 fois et demi plus gros que sa taille théorique. Nous avons enfin trouvé le moyen de rendre notre cerveau exceptionnel. Mais le cerveau doit-il forcément être gros pour être remarquable ? Celui de l'abeille atteint à peine la taille d'un grain de sésame. Pourtant, elle trouve son chemin vers le nectar et évite de percuter les objets qui l'entourent, et ce par tous les temps. Elle accomplit des virages de haute précision, atterrit et décolle, tout en identifiant des concepts précis, identiques et différents, haut et bas. Et ce n'est pas tout. De retour dans la colonie, l'exploratrice transmet à ses congénères la direction vers la meilleure source de nourriture, grâce à une chorégraphie en 2 parties, le frétillement et la danse circulaire. Plus elle agite son abdomen, plus les fleurs sont éloignées. L'angle à laquelle elle se déplace à l'intérieur de la colonie transmet aux autres butineuses la direction par rapport au soleil. Et tout cela avec un cerveau qui ne compte qu'1 million de neurones, là où le nôtre en a entre 80 et 100 milliards. Certaines créatures se débrouillent exceptionnellement bien sans cerveau. Et toutes vivent sous l'eau. Comme l'acanthastère pourpre, prédateur redoutable qui aspire toute couleur et toute vie des récifs coralliens. À la place de sa tête se trouve un anus.
Chacun de ses bras est doté de plusieurs pieds qui lui servent également à respirer. Malgré ses attributs peu attrayants, cette étoile de mer parvient à se reproduire à une vitesse effrénée. En grand nombre, elle est capable de détruire d'immenses récifs de coraux. Même sans cerveau, l'acanthaster pourpre peut identifier une menace et manifester de la peur. Par exemple, face au plus vorace des prédateurs, le triton géant. Parfois, c'est une architecture insolite qui donne au cerveau des capacités remarquables. Comme chez la pieuvre, qui possède 9 cerveaux. Avec un système nerveux central situé dans sa tête et des structures nerveuses dans chaque bras. Chacun de ces 8 bras est donc capable de se mouvoir, de toucher et de goûter indépendamment des autres. Mais le système nerveux central situé dans sa tête peut aussi les contrôler ensemble pour résoudre certains problèmes. Par exemple, chercher le refuge parfait. Cette aptitude fait de la pieuvre une championne de l'évasion, capable de s'extraire des situations les plus complexes. Et quand la voie est sans issue, elle le sait. Au total, la pieuvre possède à peu près autant de neurones qu'un chien. Mais comment la disposition du cerveau peut-elle faire la différence ? Comme tous les vertébrés, le chien est pourvu d'un système nerveux central. Son intelligence réside dans une région appelée cortex cérébral, une fine écorce qui entoure le cerveau. Si différentes zones traitent les stimuli relayés par l'odorat, le toucher et la vue, c'est le cortex cérébral qui leur donne un sens. Un des facteurs clés de l'intelligence est le nombre de neurones que renferme le cortex. Dans cette région du cerveau, l'humain l'emporte haut la main sur le chien, avec quelques 16 milliards de neurones. Les êtres vivants qui possèdent plus de neurones dans leur cortex cérébral ne démontrent pas seulement une plus grande intelligence. Leur espérance de vie est également plus longue. En revanche, ils ont besoin de plus de temps pour grandir. Cela pourrait contribuer à expliquer pourquoi notre espérance de vie est la plus longue chez les primates et pourquoi nos bébés mettent aussi longtemps à devenir indépendants. Un cerveau grand et complexe présente de nombreux avantages. Mais à quel prix? Un prix qui se paie en énergie. La première source d'énergie au monde n'est autre que le Soleil. Par le biais de la photosynthèse, il déclenche des réactions chimiques tout au long de la chaîne alimentaire. Il alimente les fonctions de tous les êtres vivants et leur donne la force de grandir, de se nourrir, de bouger, de se multiplier et surtout de penser. Approvisionner un gros cerveau peut s'avérer extrêmement éprouvant, car ces tissus ont besoin d'au moins 20 fois plus d'énergie que les muscles. Alors quand l'hiver s'annonce, les difficultés commencent pour le scandancien et son volumineux cerveau.
Pour se maintenir en vie, il doit s'alimenter très régulièrement. Mais la neige complique les recherches. Le Scandancien a donc développé une tactique insolite. Pour diminuer son apport calorique, son cerveau se contracte de 25% pendant la saison froide, et avec lui son crâne, ses os et ses organes. Au printemps, il retrouve une corpulence normale, juste à temps pour chercher un partenaire et se reproduire. Incapable de réduire son cerveau, l'éléphant d'Afrique doit se consacrer à plein temps à son alimentation. Il passe jusqu'à 18 heures par jour à approvisionner son corps et son cerveau en énergie. Chaque jour, le pachyderme ingère ainsi plus de 180 kg de racines, d'arbustes, d'écorces, d'herbes et de fruits. Par chance, de tous les mammifères, l'éléphant est également le plus petit dormeur. 2 heures de repos par nuit lui suffisent. On pense que les hommes préhistoriques s'alimentaient comme les chimpanzés, de végétaux et d'un peu de viande. Le cerveau de nos ancêtres a donc, d'une manière ou d'une autre, trouvé le moyen de tripler de taille au cours des 3 derniers millions d'années, faisant ainsi de l'être humain une espèce à part. Mais comment expliquer une telle évolution? Quels changements ont bien pu provoquer cette incroyable croissance? Selon la thèse la plus courante, c'est le fait d'être devenu carnivore. Joute cruelle, mais dont le vainqueur tire une précieuse récompense puisqu'à poids égal, la viande apporte nettement plus d'énergie qu'une alimentation purement végétale. Dans la prairie, l'uraète, le plus grand rapace d'Australie, a repéré son déjeuner. Il se satisfait de presque tout ce qu'il peut attraper au moyen de ses impressionnantes serres. Aujourd'hui, c'est un lapin. Un seul de ces petits lagomorphes lui procure autant de calories que plusieurs kilos d'herbe. Les carnassiers présentent des traits anatomiques communs. Par exemple, des yeux orientés vers l'avant, parfaits pour apprécier les distances. Leur force et leur rapidité font d'eux des champions du combat rapproché. Beaucoup de carnassiers disposent de griffes et d'une forte dentition pour tuer leur proie. Le crocodile marin détient la mâchoire la plus puissante. Elle est estimée à 16 000 newtons, soit une pression de près de 2 tonnes par centimètre carré. Le reptile ne peut pas mâcher. Il tourne sur lui-même pour noyer et déchiqueter ses victimes. Tous les crocodiliens sont pourvus d'une mâchoire surpuissante. Cela explique leur succès à l'échelle de l'évolution, puisqu'ils dominent leur niche écologique depuis 85 millions d'années. Leur morsure est 3 fois plus puissante que celle d'une hyène qui, malgré sa modeste corpulence, est tout de même capable d'égorger un gnou. Pour mastiquer un steak,
la mâchoire humaine n'excède pas une force de 890 newtons. Alors comment avons-nous pu devenir des tueurs aussi efficaces sans les griffes et les dents d'un carnassier? Peut-être en commençant par être des charognards. Certains éléments laissent toutefois à penser que l'homme préhistorique abattait déjà des animaux avant que son cerveau ne grandisse. En revanche, une chose est sûre, la viande s'est très tôt retrouvée au menu de l'être humain. Mais cela ne suffit pas à expliquer un tel succès. Il n'y a pas que notre régime alimentaire qui nous différencie des autres êtres vivants. Au cours de notre évolution, nous avons développé une compétence culinaire qui nous est propre et qui pourrait constituer l'une des clés de la croissance de notre cerveau. Nous avons apprivoisé le feu et appris à cuisiner. Le feu. Une innovation qui a radicalement changé l'équation énergétique de l'humain. Il procure chaleur, lumière, ainsi que la possibilité de prolonger les échanges sociaux une fois la nuit tombée. Au-delà des goûts et des cultures, la préparation de repas chauds est devenue la signature de l'espèce humaine. Sur notre planète, aucune société ne consomme ses aliments exclusivement crus. La cuisson permet de manger plus vite, plus facilement et de mieux digérer. La chaleur assouplit les tissus conjonctifs de la viande et décompose les parois cellulaires des végétaux. Elle permet de consommer plus de calories en moins de temps et de satisfaire notre cerveau gourmand en énergie. En transformant et en cuisant ces aliments, l'humain accumule tant d'énergie qu'il n'est plus seulement le primate le plus malin, il est aussi devenu le plus adipeux. Une menace pour la longévité acquise grâce à son intelligence. Il est difficile d'affirmer que nous avons maîtrisé le feu avant l'évolution de notre cerveau. Mais jusque-là, l'être humain avait tout de même trouvé le moyen de réduire ses besoins en énergie, notamment en modifiant sa façon de se déplacer. Marcher sur ses deux pattes n'est pas propre à l'homme. La bipédie s'est développée à de nombreux endroits dans la nature. Le kangourou est le seul animal de grande taille à bondir. Ses sauts lui permettent de parcourir de grandes distances sans gaspiller d'énergie. De nombreux sauriens s'enfuient sur deux pattes. Quant aux oiseaux, eux aussi sont partiellement bipèdes. Mais la démarche diffère d'une espèce à l'autre. Les oiseaux se tiennent sur leurs orteils et non sur la patte entière. Et comme la plupart des bipèdes au sein du royaume animal, ils courbent le dos et plient les genoux. Chez de nombreux singes, l'angle des genoux peut atteindre 90 degrés, ce qui rend la marche sur deux pattes fatigante. Ils préfèrent donc utiliser leurs mains pour aller plus vite. Mais ce mode de déplacement reste très inefficace comparé à celui des humains. De longues jambes, ainsi qu'une colonne vertébrale et un bassin disposés autrement, nous permettent de marcher en utilisant seulement un quart de la dépense énergétique du singe. En pleine action, le genou est quasiment droit, positionné à un angle d'environ 170 degrés.
L'apprentissage de la marche debout a offert à l'humain un avantage de taille. Il a les mains libres et une foule de nouvelles possibilités pour les utiliser. Son imposant cerveau est désormais en mesure de développer sa motricité fine. Sur deux jambes, nous sommes capables de parcourir de longues distances et de partir à la découverte des différents continents de notre planète. Et sur deux jambes, nous pouvons courir. Mais comment, parmi tous ces êtres vivants, sommes-nous devenus une des espèces dominantes? En termes de vitesse pure, c'est le guépard qui décroche la palme. Il est l'animal terrestre le plus rapide au monde. Avec des pointes à plus de 120 km/h, il dépasserait la limite autorisée sur bon nombre de routes. Il possède la colonne vertébrale la plus longue et la plus flexible de tous les félidés. Et parmi les plus grands d'entre eux, il est le seul à avoir le haut et le bas des pattes de la même longueur. Ces deux particularités anatomiques confèrent au guépard une foulée plus longue et un maximum de détente à chaque bond. À pleine vitesse, il est en mesure de parcourir jusqu'à 7 mètres par foulée en passant la moitié du temps dans les airs. Grâce à des os et des pattes légers et élancés, il effectue jusqu'à 3 foulées et demie à la seconde. Sous l'eau, le voilier de l'Indo-Pacifique, aussi appelé espadon voilier, gagne le sprint. Il fonce jusqu'à 110 km/h. En banc, les espadons voiliers exploitent au maximum leur agilité et leur vitesse. Ils utilisent leurs spectaculaires nageoires dorsales épineuses pour regrouper leur proie. Leurs mouvements sont si vifs qu'ils ont développé des tissus spéciaux pour réchauffer les nerfs de leurs globes oculaires. Ils sont ainsi en mesure de suivre la chasse avec une extrême acuité. Mais aucune créature terrestre ou marine ne peut rivaliser avec le faucon pèlerin. Il utilise la gravité pour foncer sur sa proie telle une comète, fusant à travers les cieux à 58 mètres par seconde. Soit une vitesse de 390 km/h. Et l'être humain dans tout ça? Contre les sprinteurs du règne animal, la course serait perdue avant même d'avoir commencé. Avec une vitesse record de 44 km/h, même l'homme le plus rapide de la planète n'aurait aucune chance. L'être humain est donc un peu la tortue de la fable de La Fontaine. C'est avec lenteur et endurance qu'il s'assure la victoire. Par une chaude journée et sur une longue distance, rares sont les mammifères terriens capables de le vaincre. Notre vitesse étant réduite, la course a souvent été négligée en tant que facteur déterminant de notre évolution. Pourtant, c'est peut-être notre capacité à pourchasser une proie jusqu'à provoquer chez elle l'hypothermie qui nous a permis d'entrer dans le clan des carnivores. Pour faire de nous l'un des meilleurs marathoniens des chaudes plaines d'Afrique, notre corps a dû trouver le moyen d'évacuer rapidement la chaleur.
en commençant par se séparer de sa fourrure. La plupart des mammifères sont équipés d'un épais pelage, particulièrement avantageux pour la survie. Il réchauffe, protège des morsures, des griffures et même des rayons du soleil. De plus, il aide prédateurs et proies à se camoufler dans la nature. Le tigre du Bengale porte une fourrure rayée qui dissimule sa silhouette dans les sous-bois et le rend difficile à distinguer dans l'alternance d'ombre et de lumière. Le motif tacheté produit un effet similaire. Il arrive même que la fourrure s'adapte à l'environnement et aux saisons. En été, le renard arctique est ainsi quasiment capable de se fondre dans le décor rocailleux. En hiver, sa fourrure opère un changement radical. La transformation la plus visible concerne sa couleur, qui le rend presque indiscernable dans la neige. Mais étonnamment, sa structure aussi s'est modifiée. Dépourvus de pigments, les poils devenus blancs sont creux et se remplissent d'air pour maintenir le corps bien au chaud. Un pelage blanc est environ 30% plus isolant qu'un pelage brun. Voilà comment des animaux tels que l'ours polaire tolèrent aussi bien les températures glaciales. Les coureurs de fond de la savane connaissent exactement le problème inverse. Il touche surtout les animaux de grande taille, comme l'éléphant d'Afrique. Celui-ci dispose d'une surface de peau relativement réduite par rapport à son volume et ne possède pas de glandes sudoripares. Il a donc toutes les peines à évacuer l'excès de chaleur. Mais il a développé une stratégie remarquable, d'immenses oreilles parcourues de vaisseaux. En accentuant l'irrigation sanguine de ses oreilles et en les agitant comme des éventails, l'éléphant élimine une partie de sa chaleur corporelle. En cas de canicule, trouver un point d'eau est indispensable. Justement, sa trompe hypersensible est capable d'en flairer un à plusieurs kilomètres de distance. Sur place, nouveau coup de pouce de la nature. Les nombreux replis de sa peau lui permettent de stocker de grandes quantités de liquide. Raison de plus pour se prélasser dans la boue pendant des heures. Pour les animaux dotés d'un épais pelage, c'est le halètement qui permet de rester au frais. Cette respiration précipitée refroidit le sang en évaporant l'eau par la gueule et les voies respiratoires pourvues de nombreux vaisseaux sanguins. Mais cette technique a ses limites. Pour s'assurer un approvisionnement en oxygène suffisant pendant les sprints, il faut pouvoir inspirer profondément. Difficile de couvrir de longues distances en cas de grosse chaleur. Courir et haleter en même temps étant impossible.
Pour l'être humain, ni grandes oreilles, ni allaitement. Nous avons un autre secret pour réguler notre température corporelle, la transpiration. Une personne peut transpirer jusqu'à 12 litres d'eau par jour. En s'évaporant à la surface de la peau, celle-ci évacue la chaleur. Bien d'autres animaux transpirent. Chez eux, il s'agit toutefois d'un mélange de protéines, de lipides et d'hormones qui se déposent sur le pelage. Stratégie peu efficace puisque les chevaux, pourtant capables de s'envelopper d'une couche d'écume, finissent par s'effondrer si on les force à courir trop longtemps en pleine chaleur. Les humains n'ont pas de pelage et leur transpiration se compose à 99% d'eau. Des millions de glandes sudoripares sécrètent une solution aqueuse par le biais de minuscules pores. Réparties sur presque l'ensemble de la surface cutanée, ces glandes refroidissent efficacement le corps. Voilà pourquoi nous continuons à courir quand d'autres jettent l'éponge. C'est le secret qui fait de l'être humain l'un des meilleurs coureurs de fond du règne animal. Nous ne sommes pas les plus rapides de la Terre et nous ne possédons pas le plus gros cerveau. Notre morsure est loin d'être la plus puissante et nos bras ne sont pas les plus forts. Notre réussite ne repose pas seulement sur des spécificités anatomiques. Nos comportements uniques nous ont permis de placer notre espèce en tête de la plus importante compétition qui soit, celle de la survie et de la reproduction. De l'Afrique au pôle Nord et par-delà les océans, la population humaine a explosé. Notre réussite tient à bien plus qu'à notre seule anatomie. Nos spécificités et nos habitudes aussi font de nous une espèce à part. Mais c'est là une autre histoire.